Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'Union monétaire latine. Je vais vous raconter son histoire, ses principes et l'héritage de cette expérience d'unification monétaire qui a été pionnière au XIXe siècle. Mais avant de vous raconter cette histoire, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime et éventuellement laisser un commentaire dans le fil de discussion sous la vidéo. Alors l'Union monétaire latine, UML, ou qu'on appelle également souvent plus simplement l'Union latine, est souvent désignée comme l'euro du XIXe siècle et représente une initiative monétaire historique majeure. Elle a été établie par une convention signée le 23 décembre 1865 et son ambition première c'était d'harmoniser les monnaies des pays signataires et de dynamiser le commerce international. Alors bien que la dissolution formelle de l'Union monétaire latine soit intervenue le 1er janvier 1927, son histoire et les principes sur lesquels elle reposait offrent des enseignements fondamentaux sur les dynamiques et les défis inhérents à l'intégration monétaire. Alors cette union s'inscrivait dans un contexte d'optimisme économique qui caractérisait l'Europe de l'Ouest au milieu du XIXe siècle. C'était une période propice au développement des échanges internationaux de capitaux. L'Union monétaire latine a été à cet égard une des expériences d'unification monétaire internationale les plus significatives et les plus durables avant l'avènement de l'euro. Alors l'histoire que je vous raconte maintenant a pour objectif de retracer le parcours de l'Union monétaire latine depuis les désordres monétaires qui ont précédé sa création jusqu'à sa disparition, en examinant en détail ses motivations, ses fondements, ses réussites, ses dysfonctionnements et l'héritage qu'elle a laissé au système monétaire ultérieur. Alors, le début du XIXe siècle a été marqué par l'héritage monétaire de la France napoléonienne et notamment avec la loi du 17 Germinal en 11, autrement dit le 7 avril 1803, qui a instauré le système du franc germinal. Alors, ce système reposait sur le bimétallisme. Donc, le bimétallisme, c'est-à-dire qu'il y avait deux métaux de référence, l'or et l'argent. Et ce système donc fixait un rapport d'échange entre l'or et l'argent à 1 pour 15,5. Donc le franc était défini comme 5 grammes d'argent au titre de 900 millièmes. Et donc le franc est devenu une référence. Donc ce modèle a été progressivement adopté par plusieurs pays européens de manière formelle ou informelle. La Belgique l'a intégré dès 1830, suivi par la Suisse et par l'Italie, et notamment par le duché de Parme et le royaume de Piémont-Sardaigne dès 1815, puis l'Italie unifiée l'a adopté en 1860. Alors il en a résulté une certaine uniformité des standards pour les pièces d'or et d'argent dans ces régions. Mais cette harmonie a été perturbée par des chocs économiques exogènes ou externes, si vous préférez. Et notamment les découvertes massives d'or en Californie en 1848 qui ont entraîné une baisse persistante de son prix relatif, donc du prix relatif de l'or. Et la conséquence, c'est que l'argent métal s'est apprécié par rapport à l'or et qu'il a dépassé le rapport fixe officiel de 1 pour 15,5. Et conformément à la loi de Gresham, la monnaie dépréciée, qui était à ce moment-là donc l'or, à partir de 1848, donc l'or était déprécié et tendait donc à rester en circulation, tandis que la monnaie appréciée, l'argent, était retirée de la circulation par les fondeurs, par les changeurs, on va dire, et pour être fondu et pour être revendu sous forme de lingots, puisque la valeur métallique intrinsèque de l'argent dépassait la valeur faciale sur les pièces de monnaie. Alors ce phénomène a provoqué une pénurie de petites monnaies en argent qui était pourtant absolument essentielle évidemment pour les transactions quotidiennes, pour la population. Alors face à cette crise de la circulation monétaire, les États ont réagi de manière tout à fait désordonnée et unilatérale. La Belgique, par exemple, dès 1850 a mis fin au cours légal de l'or. La Suisse, à son tour, a mis fin au cours légal de l'or en 1860 et l'Italie en 1862 en réduisant le titre de leurs pièces d'argent à 800 millièmes ou 835 millièmes. Donc la France, à son tour, a adopté une mesure similaire pour les pièces de 20 et 50 centimes en 1864
Et cette divergence croissante des standards monétaires à travers l'Europe a donc rendu les échanges de plus en plus complexes et de plus en plus coûteux. Alors le désordre monétaire qui en résultait, c'était pas un simple problème technique, mais c'était la conséquence directe donc d'un choc externe sur un système monétaire absolument rigide. Alors le choc externe, je rappelle donc, c'est la découverte de très importants gisements d'or en Californie, et le système monétaire rigide, c'était le système donc du franc de Germinal qui posait une règle un petit peu absolue de valeur relative de l'or par rapport à l'argent. Alors l'incapacité des États à maintenir la valeur intrinsèque de leur monnaie face aux forces du marché sur les métaux précieux a conduit à des réponses donc nationales fragmentées où la loi de Gresham agissait comme un puissant mécanisme économique qui forçait les gouvernements à agir. Donc cette situation met en lumière que l'Union monétaire latine est née d'une nécessité pressante de coordination face à un échec de marché, mais aussi d'une ambition politique de stabiliser une zone d'influence monétaire qui préexistait. Alors quelles ont été les motivations de la création de l'Union monétaire latine? Alors la création de l'Union monétaire latine a répondu à des motivations à la fois économiques et politiques. Alors sur le plan économique d'abord, l'objectif principal c'était de résoudre les problèmes de circulation des pièces d'argent et d'unifier les monnaies afin de fluidifier les échanges commerciaux entre les pays membres. La standardisation des pièces devait garantir une plus grande stabilité des prix et par conséquent stimuler les flux commerciaux. Alors sur le plan politique, la vision était plus ambitieuse que ça, puisque Félix Esquirou de Parieux, qui était un fervent défenseur de l'union monétaire, la concevait comme un prélude aux fédérations pacifiques du futur. Donc l'union monétaire latine était perçue comme une tentative de créer une monnaie européenne, voire une monnaie universelle, qui aurait été en harmonie avec les idéaux de libre-échange et de standardisation scientifique qui existaient à l'époque. Donc pour la France, en particulier pour Napoléon III, l'Union représentait un moyen d'affirmer son hégémonie économique, politique et monétaire en Europe, notamment face à l'influence croissante du Royaume-Uni. Alors cette dualité entre la résolution de problèmes économiques concrets et des aspirations politiques plus vastes est une caractéristique récurrente des projets d'intégration. Elle peut constituer une force motrice puissante, mais également une source de friction et de compromis si les objectifs ne sont pas parfaitement alignés ou si les moyens mis en œuvre ne sont pas suffisants pour les deux dimensions. Alors, l'Union monétaire latine a été officiellement établie par la Convention monétaire signée le 23 décembre 1865. Alors, il y avait 4 pays fondateurs, donc il y avait la France, la Belgique, la Suisse et l'Italie. Alors on parle d'union latine parce que vous voyez que les pays germaniques et les pays anglo-saxons sont absents de l'union. Donc c'est une union latine par rapport donc aux origines, on va dire, culturelles de ces pays. Alors il est à noter que les États pontificaux étaient inclus dans le périmètre de l'Italie à des fins monétaires donc au moment de la fondation. Donc on voit des pièces de monnaie du Vatican de cette époque qui sont conformes aux règles établies par l'Union monétaire. Alors l'Union monétaire est entrée en vigueur le 1er août 1866. Alors le cœur de l'Union monétaire latine reposait sur le principe du bimétallisme, c'est-à-dire l'utilisation simultanée de l'or et de l'argent comme étalon monétaire, donc conformément au franc de Germinal, au franc créé donc sous le règne de Napoléon. Et le rapport d'échange fixé entre les deux métaux a été maintenu à une part d'or pour 15,5 parts d'argent. Donc c'est donc tout ça hérité du franc de Germinal qui datait de 1803. Ce principe impliquait que la valeur des pièces était intrinsèquement liée à leur teneur en métal précieux. Alors l'Union monétaire a établi des règles de frappe pour les pièces de monnaie. Donc les pays membres se sont engagés à frapper des monnaies selon des standards uniformes concernant le poids, les dimensions et le titre de pureté des pièces. Donc les pièces en or de 20 francs, comme le Napoléon français, la lire italienne, la Léopold II belge, servaient de référence. Une pièce d'or standard devait peser 6,451 grammes brut, contenir 5,806 grammes d'or pur et avoir une pureté de 900 millièmes, ou si on préfère 90%.
Ce qui veut dire que chaque pièce contenait 90% d'or pur et un alliage, le reste étant composé d'un alliage de cuivre ou d'un mélange de cuivre et d'argent. Alors les pièces d'argent de valeur égale ou supérieure à 5 francs, alors de valeur égale ou supérieure à 5 francs, par exemple l'écu de 5 francs ou les pièces de 5 lires, devaient également respecter un titre de 900 millièmes. En ce qui concerne les pièces d'argent divisionnaires, par exemple les pièces de 2 francs, 1 franc, 50 et 20 centimes, leur teneur d'argent a été réduite à 835 millièmes, contre donc 900 millièmes auparavant. Et cette diminution avait comme objectif de rendre moins attractif le fait de les faire fondre pour les revendre sous forme de lingots et ainsi d'assurer leur circulation comme monnaie courante pour les petites transactions, puisque cette monnaie courante était absolument indispensable pour l'utilisation courante des peuples. Alors il y avait un principe fondamental dans l'union monétaire latine, ce principe fondamental, c'était l'intercirculation des monnaies. Les pièces frappées par chaque État membre, à condition qu'elles respectent les standards qui avaient été définis, avaient cours légal dans l'ensemble de l'Union. Donc cette disposition permettait par exemple à un commerçant suisse d'être payé en francs belges avec la certitude que la valeur métallique était équivalente. Et les percepteurs d'impôts des pays membres étaient même tenus d'accepter les pièces frappées dans les autres pays. Mais il y avait quand même des limitations à l'union monétaire latine, puisque contrairement aux unions monétaires modernes, comme l'euro par exemple, l'union monétaire latine ne prévoyait pas la création d'une banque centrale commune pour coordonner la monnaie et les flux monétaires. L'accord se limitait uniquement aux pièces métalliques en or et en argent et excluait le papier-monnaie et les dépôts bancaires qui n'avaient pas encore la place prépondérante qu'ils ont acquis, on va dire, de plus en plus forte au XIXe siècle. Au XXe siècle. Donc cette caractéristique faisait que l'union monétaire latine était tout à fait incomplète par rapport à l'euro par exemple. C'était une union de frappe monétaire, de monnaie physique, plutôt qu'une union monétaire pleine et entière. Alors un contingentement a également été mis en place pour l'émission des pièces d'argent à 835 millièmes. Ce contingentement limité à 6 francs ou 6 lires par habitant. C'était une émission qui était limitée en fonction de la démographie de chaque pays. Alors cette mesure, elle avait pour but de prévenir la surémission par certains pays et la perte de seigneuriage pour d'autres. Le seigneuriage, en fait, ce sont les frais qui étaient appliqués à la fabrication de pièces de monnaie par les personnes qui emmenaient donc leur métal précieux dans les différentes monnaies des pays. Alors par contre, aucune limite n'était imposée sur l'émission des pièces en or et des pièces d'argent à 900 millièmes. Donc ce contingentement ne concernait que la petite monnaie. Alors le bimétallisme, avec son rapport fixe, constituait la pierre angulaire de l'union monétaire latine, dans l'intention d'apporter donc la stabilité et la facilité des échanges. Alors malgré tout, il portait en lui-même une faille structurelle majeure et fondamentale. La valeur de marché de l'or et de l'argent n'est pas intrinsèquement fixe, donc le prix des métaux précieux y varie indépendamment l'un de l'autre. Et en imposant un rapport légal donc, entre les deux métaux, un rapport fixe, l'union monétaire latine s'est créée, on va dire inévitablement, une opportunité d'arbitrage entre les deux métaux dès que le rapport de marché s'éloignait donc du rapport fixe qui avait été créé, on va dire qui datait d'ailleurs du franc de Germinal de 1803. Alors c'était donc l'union monétaire, c'était une tentative de contraindre la réalité économique des métaux précieux, qui sont des objets soumis, on va dire, qui sont des matières premières soumises aux forces de l'ordre, aux forces de l'offre et de la demande. Et donc c'était une vulnérabilité inhérente au bimétallisme. Donc le bimétallisme, c'est le fait donc d'avoir deux métaux précieux qui ont cours légal. Et ça explique pourquoi l'union monétaire latine a été constamment sous pression et a dû à terme abandonner son principe fondateur. Alors c'est une leçon essentielle sur la difficulté de maintenir des parités fixes basées sur des actifs dont la valeur de marché fluctue et sur la nécessité d'une flexibilité ou d'un mécanisme d'ajustement dans les systèmes monétaires.
Alors il faut rajouter que le fait que l'union monétaire latine se limite aux pièces métalliques et exclut le papier-monnaie et les dépôts bancaires, de même que l'absence de banque centrale n'était pas une simple omission, mais une caractéristique fondamentale de son époque et de sa conception. Les banques centrales modernes et le rôle dominant de la monnaie fiduciaire n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. Cependant, cette incomplétude allait devenir une source majeure de dysfonctionnement car elle laissait aux États membres une marge de manœuvre considérable pour leur politique monétaire et budgétaire sans mécanisme de surveillance ou de coordination supranationale. Donc l'union monétaire latine, c'était davantage une union de frappe qu'une union monétaire au sens actuel du terme. Sa nature limitée à faciliter sa création dans un contexte de souveraineté nationale forte, mais elle a également préfiguré ses futurs échecs. Et ça met en lumière le défi persistant des unions monétaires. Il faut trouver le juste équilibre entre la souveraineté nationale et la nécessité d'une coordination institutionnelle pour prévenir les comportements opportunistes des différents membres. Alors on va voir maintenant quelle a été l'expansion et l'influence de l'Union monétaire latine. Alors le succès initial de l'Union monétaire latine a attiré rapidement l'attention d'autres nations puisque donc d'autres pays sont venus, on va dire, se greffer au projet. La Grèce a été le premier pays extérieur à adhérer formellement à l'Union en 1868 en adaptant la drachme grecque donc aux réglementations du groupe. Alors il y a d'autres pays qui ont adopté les standards de l'Union monétaire latine mais sans y adhérer formellement. Donc ils ont tout simplement copié les standards monétaires de l'Union latine. Alors bien que n'étant pas membre officiel, alors ça montre que l'Union monétaire latine c'était quelque chose de tout à fait considérable, qui avait une influence donc considérable à son époque. Alors parmi ces pays qui ont adhéré donc de manière informelle à l'Union monétaire latine, on peut citer l'Espagne et la Roumanie, et qui avaient fait des tentatives de négociation, mais qui sont restées infructueuses pour adhérer officiellement à l'Union monétaire, et qui ont malgré tout suivi une grande partie des pratiques de l'Union monétaire. L'Autriche-Hongrie, tout en restant en dehors de l'Union monétaire latine, a conclu un accord monétaire séparé avec la France, ce qui l'a conduite à adopter de nombreux standards de l'Union monétaire, notamment pour ses pièces de 4 et 8 florins. Alors d'autres nations comme Monaco, la Russie, la Suède, le Vatican, le Liechtenstein, la Crète et Saint-Marin sont également cités comme pays associés. Un nombre significatif de pays, dont la Bulgarie, la Finlande, la Serbie ainsi que les nations d'Amérique latine comme le Pérou, la Colombie et le Venezuela, ont adopté les standards de l'Union latine sans y adhérer officiellement. L'Empire chérifien, le Maroc, c'est-à-dire le Maroc, a rejoint l'Union monétaire de facto en 1882 en créant le rial hassani. De nombreuses colonies françaises ainsi que d'autres territoires sous statut colonial comme les Comores, le Congo belge, l'Érythrée, Porto Rico et la Tunisie ont adopté ou ont suivi également les standards de l'Union monétaire. Et au total, on estime qu'environ 50 pays frappaient de la monnaie selon les standards de l'Union monétaire latine à la fin du XIXe siècle, ce qui est tout à fait considérable. Alors le fait que des dizaines de pays aient adopté les standards de l'Union monétaire latine sans en être donc des membres formels révèle que l'influence d'une union monétaire peut largement dépasser ses frontières institutionnelles. Cette adoption unilatérale ou par accords bilatéraux suggère que les avantages pratiques de la standardisation, facilité de commerce, stabilité, étaient suffisamment puissants pour inciter les États à s'aligner, même sans les contraintes ou les bénéfices politiques d'une adhésion pleine et entière. Ça constitue donc un exemple historique de soft power, si on peut employer une expression contemporaine, donc de soft power monétaire, où l'adoption d'un standard ou d'un étalon dominant, au départ c'était donc le franc germinal, a facilité l'intégration économique régionale sans nécessiter une union politique ou institutionnelle complète. Alors les tentatives d'élargissement de l'Union monétaire latine, je vais en parler maintenant. Donc l'Union monétaire latine était dotée d'un mécanisme qui permettait l'intégration de nouveaux membres. Le gouvernement français
qui était dès le départ animé par une vision d'élargissement, a invité tous les pays européens à la Conférence monétaire internationale de Paris en 1867 dans le but de faciliter donc l'établissement d'une circulation monétaire uniforme dans tous les États civilisés. Là, je cite. Alors, les États-Unis, par exemple, ont entrepris des démarches pour préparer leur adhésion. Ils ont ajusté le poids de certaines pièces d'argent, via le Mint Act de 1873, et ils ont frappé des essais de monnaie d'or, donc les stellas, ou les étoiles en fait, d'une valeur de 4 dollars US, équivalent à 20 francs français. Alors cette expérience monétaire a eu lieu entre 1879 et 1880. L'objectif, c'était d'aligner leur propre ratio or-argent, qui était de 16 pour 1, sur celui de l'Union, qui était de 15,5 pour 1. Mais le Congrès des États-Unis a décidé finalement de maintenir son ratio existant, et de même les États du sud de l'Allemagne, qui n'étaient pas encore donc unifiés, et qui cherchaient à contrer l'expansionnisme prussien, ont exprimé leur soutien à l'idée d'une union monétaire dans leurs échanges diplomatiques avec la France. Mais l'adhésion de l'Allemagne à l'Union latine, qui a été envisagée peu avant la guerre de 1870, n'a pas eu lieu évidemment, puisque le conflit, la guerre de 1870 a empêché la concrétisation de ce plan. Alors, malgré les ambitions universalistes de Parieu et les tentatives d'élargissement de l'Union monétaire, donc l'Union monétaire latine n'a jamais atteint une portée véritablement mondiale. La conférence de Paris de 1867, qui a réuni 20 États, a révélé une préférence unanime pour un étalon or international, alors que l'Union monétaire latine était fondée sur le bimétallisme or-argent. Donc les États-Unis ont maintenu leur propre ratio. L'Allemagne a adopté finalement l'étalon or après 1871, donc après la guerre franco-prussienne. Et cette situation met en évidence une divergence fondamentale entre la vision de l'union monétaire latine et la tendance monétaire internationale émergente. L'incapacité de l'Union latine à s'aligner sur la préférence croissante pour l'étalon or à l'époque a limité son expansion, et ça a préfiguré les défis internes qu'elle allait rencontrer face aux fluctuations des prix des métaux, la poussant elle-même vers un étalon or de facto. Alors on va voir maintenant quels ont été les défis, alors on en a un petit peu parlé, et les dysfonctionnements de l'union monétaire et son déclin. Alors l'histoire de l'union monétaire latine a été jalonnée donc par des défis structurels et des dysfonctionnements qui ont progressivement amené à son déclin et à sa fin. Alors l'échec du bimétallisme face aux fluctuations des prix des métaux, c'est le principal dysfonctionnement qui a eu un impact, on va dire, sur l'union monétaire, puisque dès sa création, l'union monétaire a été mise à rude épreuve par les fluctuations de la valeur relative de l'or et de l'argent sur le marché mondial. En 1873, la valeur de l'argent a chuté de manière très importante et significative, et cette dépréciation a rendu extrêmement profitable la frappe de l'argent pour l'échanger contre de l'or au taux fixe de l'Union, qui était, je rappelle une nouvelle fois, de 15,5 contre 1. Donc à titre d'exemple, la monnaie française, qui n'avait reçu que 5 millions de francs d'argent pour conversion en 1871-1872, en a reçu 154 millions en 1873, ce qui montre une pression énorme donc, sur le système fixe à 15,5 pour 1. Alors face à cet afflux massif de pièces d'argent surévaluées, donc les nations membres de l'Union latine ont pris des mesures correctives. Elles ont limité temporairement la libre conversion de l'argent le 30 janvier 1874, puis en 1878, sans perspective de reprise du prix de l'argent, la frappe des monnaies d'argent a été suspendue de manière absolue dans l'Union. Donc à partir de cette période, 1873-1878, l'Union a fonctionné de facto sur un système d'étalon or, et bien que le paiement en argent fut toujours légal et autorisé, la pratique a exigé qu'on impose le paiement en or. Donc les pièces en argent de 5 francs ont alors été considérées essentiellement sur le même pied que les billets de banque.
Le passage de facto à l'étalon or, donc, qui a eu lieu donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, a été contraint par les réalités du marché des métaux précieux, du marché de l'argent en particulier, et ça n'a pas été un choix politique, un choix ni économique, ça n'a pas été le choix stratégique initial, mais on voit donc que ça a été une adaptation forcée. Cette transition, ça a vidé complètement le traité de l'Union monétaire latine de sa substance originelle, qui était donc basée sur le bimétallisme, et a donc ça transformé l'Union monétaire latine dans un système pour lequel elle n'avait absolument pas été conçue. Donc cette évolution a montré la capacité de l'Union à s'adapter au choc, mais également la fragilité de ses principes fondateurs face aux forces économiques mondiales, face à la réalité économique du marché des métaux précieux. Alors un des problèmes récurrents de l'Union monétaire latine, ça a été l'abus du système par certains membres qui ont débasé leur monnaie, c'est-à-dire qui ont réduit la quantité de métal précieux dans leurs pièces pour ensuite les échanger contre les pièces d'autres pays frappées correctement, et ce qui leur permettait ainsi donc de réaliser un profit au détriment des pays qui respectaient donc les montants fixés par l'Union latine pour la fabrication des monnaies. Donc les États pontificaux en ont été un exemple notoire, puisqu'en 1866, avec l'accord tacite de la France, ils ont commencé à frapper des pièces d'argent avec un titre inférieur à la norme de l'Union, et ces pièces de qualité inférieure ont inondé le marché, évidemment, en dévalorisant la monnaie de l'Union. Donc c'est toujours le principe, la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et les banques françaises et suisses ont commencé donc à refuser ces pièces. Donc les États pontificaux ont finalement été exclus de l'Union monétaire latine en 1870 en laissant une dette de 20 millions de lire. Au début du XXe siècle, la Grèce, confrontée à une économie chroniquement faible, a réduit la quantité d'or dans ses pièces, en violation de l'accord original. Elle a été formellement expulsée de l'Union monétaire latine en 1908, mais elle a été, ceci étant dit, réadmise en 1910. Alors on peut dire de plus que les commerçants allemands sont bien connus pour avoir exploité le système. Ils apportaient de l'argent dans les pays de l'Union monétaire latine, ils le faisaient frapper en pièces, puis les échangeaient contre des pièces d'or à un taux de change avantageux qu'ils réintroduisaient ensuite dans leur propre union monétaire, donc l'union monétaire allemande qui portait le nom de Zollverein. Alors, un des défauts majeurs de l'union monétaire latine, c'était son incapacité à interdire l'impression de papier-monnaie basé sur la monnaie bimétallique. La France et l'Italie ont exploité cette faiblesse en imprimant des billets de banque pour financer leurs projets, forçant ainsi les autres membres de l'Union à supporter une partie du coût de leurs extravagances fiscales. Les cas de débasement des États pontificaux et de la Grèce, ainsi que l'impression excessive de papier-monnaie par la France et l'Italie, ont révélé un problème d'aléa moral inhérent à l'Union monétaire latine, puisque les membres pouvaient tirer un avantage à court terme en violant les règles, sachant que les coûts seraient mutualisés ou que les sanctions seraient limitées et réactives. Donc l'expulsion des États pontificaux et de la Grèce a été une réaction tardive et l'abus de la monnaie papier ne fut jamais pleinement résolu. Donc cela souligne l'importance cruciale des mécanismes de gouvernance robustes, de surveillance et de sanctions crédibles dans toute union monétaire. Donc sans une autorité supranationale forte ou des règles contraignantes, les incitations à l'opportunisme national peuvent miner la confiance et la viabilité de l'union. Alors on va voir maintenant la renationalisation progressive de la circulation des monnaies d'argent. Alors le traité de 1865 a été progressivement vidé de sa substance dès 1878. Les principes fondamentaux du bimétallisme et de l'interdiction pour l'argent, notamment les pièces de 5 francs, n'étaient plus appliqués. Alors des conventions additionnelles ont supprimé le principe d'intercirculation des monnaies divisionnaires d'argent, italienne en 1893 et grecque en 1908. Et une convention de 1885 prévoyait également le remboursement en or des écus d'argent. Alors on va voir maintenant la dissolution de l'union monétaire et notamment l'impact dévastateur de la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale, 1914-1918, a été le coup de grâce pour l'union monétaire latine,
puisque pour financer l'effort de guerre, les pays membres ont été contraints de frapper massivement des pièces de la monnaie sans le soutien nécessaire en or, en suspendant donc de fait la convertibilité or. Donc cette décision a marqué l'abrogation de facto de l'étalon or sur lequel l'Union fonctionnait depuis 1878. La guerre et les crises économiques qui ont suivi ont mis un terme à toute collaboration monétaire effective, et alors que les faiblesses internes du système, le bimétallisme, le débasement, le problème du rapport à la monnaie papier, ça avait déjà considérablement affaibli l'union monétaire latine. Donc la Première Guerre mondiale a agi comme un choc exogène d'une ampleur sans précédent, et en rendant le système de facto sur un étalon or absolument intenable. Donc la nécessité de financer la guerre par l'impression de monnaie non adossée à l'or a rendu impossible le maintien des règles de l'Union. Ça démontre que même une union monétaire qui a réussi à s'adapter à des défis internes peut succomber face à des chocs politiques et économiques externes d'une importance extrême. Alors on va voir maintenant comment a été donc dénoncée la convention de l'union monétaire et comment a eu lieu sa dissolution formelle. Alors malgré on va dire son inopérabilité pratique depuis le début de la Première Guerre mondiale, l'union monétaire a continué à exister de jure, mais non pas de facto, pendant plusieurs années. Finalement, en 1925, la Belgique a décidé de dénoncer la convention. Donc l'Union monétaire latine a été formellement dissoute le 1er janvier 1927. Il est assez intéressant de noter que les dernières pièces de monnaie à avoir été frappées conformément aux standards de l'Union latine ont été les pièces suisses de 1 demi-franc, 1 franc et 2 francs en 1967. Et aujourd'hui encore, l'Autriche frappe des pièces d'or de 4 et 8 florins, donc des refrappes modernes, qui sont frappées donc selon les spécifications initiales de l'Union monétaire latine. Donc ces pièces sont frappées pour les collectionneurs et les investisseurs. Alors quels sont à la fois l'héritage et les leçons de l'Union monétaire latine par rapport au concept d'intégration monétaire? Alors l'Union monétaire latine est souvent citée comme une expérience historique d'intégration monétaire, parfois considérée comme un ancêtre ou un précurseur de l'euro, mais il est crucial de souligner des différences fondamentales, puisque l'Union monétaire latine était principalement une union de frappe, visant à standardiser des pièces métalliques et non une union monétaire complète avec une monnaie unique, puisque chaque pays conservait sa propre monnaie nationale, le franc, la lire, etc. Donc l'union monétaire n'a jamais étendu son champ d'application au papier-monnaie, ce qui la rendait de moins en moins pertinente au fur et à mesure que les billets de banque gagnaient en importance donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Enfin, il n'y avait pas de banque centrale commune, ni d'intégration économique ou politique vraiment profonde. Alors, quelles sont les leçons tirées de ces succès et de ces échecs? Alors, l'expérience de l'Union monétaire latine a démontré que la réussite d'une union monétaire dépend de l'harmonisation des politiques économiques des États qui participent à l'Union. L'absence d'une banque centrale et de mécanismes de contrôle efficaces a permis le débasement donc, des monnaies. Donc c'est la baisse de quantité de métaux précieux dans les monnaies par certains États membres et l'impression excessive de papier-monnaie par certains membres qui ont sapé la confiance et la stabilité de l'ensemble. Alors la rigidité du rapport fixe or-argent face aux découvertes minières et aux changements de prix a prouvé la fragilité du bimétallisme. Donc c'est une fragilité, on va dire, intrinsèque. Les unions monétaires doivent impérativement être capables de gérer les chocs asymétriques et les déséquilibres économiques entre leurs membres, ce qui est excessivement compliqué. Et malgré ces défis, l'Union monétaire latine est restée quand même un exemple de création monétaire qualifiée de bon argent, un principe phare dans un processus de construction politique. Elle a joui d'un grand prestige et c'était un symbole de stabilité monétaire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais on voit que le mythe de la stabilité monétaire du 19e siècle, c'est véritablement un mythe, puisque ça n'a jamais véritablement... on voit qu'il y a eu des évolutions en permanence
depuis 1803 jusqu'à 1914. Donc il n'y a pas eu vraiment de stabilité, et la stabilité était rendue très compliquée notamment par l'évolution, par la quantité de métaux précieux qui arrivaient sur le marché. Alors l'union monétaire latine est radicalement différente, ou fondamentalement différente par rapport à la zone euro. Elle a fonctionné, on peut dire, un petit peu comme un laboratoire historique. Ses succès initiaux, donc la standardisation notamment et l'intercirculation dans les différents pays, ont montré les avantages potentiels de la coopération monétaire, mais ces échecs, alors liés au bimétallisme, au débasement à la monnaie papier et à l'absence d'institutions centrales, ont mis en lumière les pièges et les conditions nécessaires à la viabilité d'une union monétaire. Les leçons de l'union monétaire latine sont directement pertinentes pour l'étude des unions monétaires contemporaines. Elles soulignent que la stabilité monétaire ne peut être atteinte par la seule standardisation technique des pièces. Ça, c'est de plus en plus vrai, d'autant qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers un système complètement fiduciaire, on va dire, où les pièces de monnaie et les billets ont tendance à disparaître de plus en plus de la circulation. Donc l'union monétaire exige une coordination politique profonde, qui est assez compliquée à obtenir, des mécanismes de gouvernance robustes pour prévenir les comportements opportunistes et une capacité d'adaptation aux chocs externes. On va voir maintenant que l'Union monétaire latine a eu un impact assez limité sur le commerce et sur l'intégration économique réelle des différents pays membres. Alors, malgré son objectif affiché de faciliter le commerce, la plupart des économistes s'accordent à dire que l'Union monétaire latine n'a eu qu'un impact très limité sur l'augmentation réelle du commerce international. Pendant la période entre 1865 et 1874, c'est le seul moment où une augmentation vraiment significative des échanges avec des effets positifs sur l'économie a été visible, contrairement au Zollverein allemand, donc l'Union monétaire allemande, qui a été un facteur clé de l'unification de l'Allemagne. Donc, contrairement au Zollverein, l'Union monétaire latine n'a pas réussi à rapprocher politiquement les pays membres, et ces nombreuses lacunes ont été fatales à une intégration plus profonde. Alors malgré tout, l'Union monétaire latine a inspiré la création d'autres unions monétaires, comme l'Union monétaire scandinave, qui a eu lieu donc entre 1873 et 1914. Cependant, même l'Union scandinave a échoué sous la pression politique de la Première Guerre mondiale, ce qui suggère que l'harmonie des politiques économiques est difficile à maintenir pendant les périodes de stress. Le fait que l'Union monétaire latine n'ait pas conduit à une intégration politique plus profonde ou à une véritable union économique, contrairement aux Zollverein allemands, suggère que la monnaie est souvent le reflet plutôt que le moteur principal de l'intégration politique. Sans une volonté politique forte et des institutions supranationales pour la soutenir, l'union monétaire, même bien intentionnée, reste toujours fragile. Donc ça renforce l'idée que l'intégration monétaire est intrinsèquement liée à l'intégration politique. Les unions monétaires qui ont survécu sont celles qui ont été accompagnées ou suivies d'une unification politique et économique générale, comme la Suisse, l'Italie et l'Allemagne. Donc l'union monétaire latine, en tant qu'union lâche, ou relativement faible, on va dire, n'a pas pu surmonter ces contradictions sans une intégration politique plus poussée. Alors en conclusion, que peut-on dire ? Par rapport à l'union monétaire latine, on peut dire que c'est une expérience historique riche, qui est très riche d'enseignements. Ça a été une tentative très ambitieuse et assez durable d'intégration monétaire au XIXe siècle. Elle est née du désordre monétaire et de l'ambition d'unifier les systèmes de frappe basés sur le bimétallisme. Elle a connu une période d'expansion et d'influence notable. Et cependant, ces faiblesses structurelles, notamment la rigidité du bimétallisme face aux fluctuations des marchés, des métaux précieux, l'absence de mécanismes de contrôle sur la frappe et l'émission de papier-monnaie et le comportement opportuniste de certains membres l'ont progressivement affaibli. La Première Guerre mondiale a été le coup de grâce en menant à sa dissolution formelle, donc après la Première Guerre mondiale en 1927, alors que l'Union monétaire latine avait déjà été dissoute, on va dire, de facto. Donc l'histoire de l'Union monétaire latine démontre la complexité inhérente à la création et au maintien d'une union monétaire internationale. Ça met en évidence que la simple standardisation des monnaies n'est pas suffisante et qu'une telle entreprise exige des institutions robustes, une coordination politique forte, une flexibilité face aux chocs économiques
et une discipline collective pour surmonter les intérêts nationaux qui divergent bien souvent. L'union monétaire latine, qui n'est pas, on va dire, n'est pas le modèle des unions monétaires actuelles comme la zone euro, offre quand même un aperçu historique très précieux des défis et des compromis nécessaires pour harmoniser les systèmes monétaires nationaux dans un monde interconnecté. Donc l'Union monétaire latine demeure un cas d'étude fascinant pour comprendre les dynamiques entre la souveraineté nationale, les forces du marché et les aspirations à l'intégration politique et économique. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur l'Union monétaire latine. Vous voyez que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant sur le 19e siècle, qui déborde un petit peu sur le 20e siècle. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement, et aussi parfois des éléments historiques, comme aujourd'hui, sur l'évolution des monnaies. Vous pouvez donc vous abonner, cliquer sur pouce j'aime, laisser un commentaire. Voilà les amis, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.